Il ressemblait à n'importe quel médecin de petite ville, costume gris, voix posée, le genre d'homme à qui l'on fait confiance sans réfléchir. À Hyde, on disait que le docteur Shipman était dévoué, toujours auprès des malades, toujours disponible. Ses patients mouraient paisiblement, et tout le monde pensait que c'était de la compassion. Mais derrière les rideaux de ce cabinet tranquille, quelque chose se propageait. Pas une maladie, mais un schéma. Une main qui offrait le réconfort, et décidait quand il devait cesser. Chaque signature sur un certificat de décès était un adieu, et une dissimulation. Personne ne soupçonnait le docteur. Personne ne comptait les corps. Qui oserait douter de celui qui soigne ? Quand la confiance devient absolue, elle cesse d'être de la confiance. Elle devient une reddition. Bienvenue dans Trigger Minds. Harold Frederick Shipman était né à Nottingham en 1946. Deuxième d'une fratrie de 4 enfants, discret, discipliné, sa mère, Vera, souffrait d'un cancer du poumon lorsqu'il était adolescent. Harold l'a vu mourir lentement, soulagé par la morphine. Cette image ne l'a jamais quitté, le pouvoir de faire disparaître la souffrance et le calme qui suit la mort. Il étudie la médecine à l'université de Leeds, obtient son diplôme en 1970, puis devient médecin généraliste. Il se marie avec Primrose, a 4 enfants, s'installe à Hyde, une petite ville près de Manchester. Le docteur Shipman est apprécié, il fait des visites à domicile, reste tard à son cabinet, connaît ses patients par leur prénom. En 1975, il est pris en flagrant délit de falsification d'ordonnance de pétidine, un opioïde proche de la morphine. Il est condamné à une amende, suit une cure de désintoxication, puis reprend son activité. Le système l'accueille de nouveau, sans poser de questions. Au fil des années, le docteur Shipman bâtit une réputation solide, ponctuelle, polie, dévouée. Les familles le louent, les personnes âgées l'adorent. Il devient un pilier de Hyde, l'homme qu'on appelle à toute heure, et on l'appelle encore et encore. C'est à ce moment-là que le schéma commence. Ce qui ressemblait à du zèle devient une proximité routinière avec la mort. Entre 1975 et 1998, des centaines de ses patients meurent, souvent dans les heures qui suivent une visite, parfois quelques minutes après une injection. La plupart sont des femmes âgées, seules, leur décès certifié comme naturel. Il arrive, administre une dose de morphine, reste jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer, puis informe calmement la famille. Il rédige lui-même le certificat de décès. Pas d'autopsie, pas de second avis, pas de soupçon. Au début, personne ne relie les points. Shipman inspire confiance. Lorsqu'il annonce qu'un patient est parti paisiblement, tout le monde le croit. La mort, dans une petite ville anglaise, ne fait pas de bruit. Puis vient Kathleen Grundy. En juin 1998, on la retrouve morte chez elle. 81 ans, active, sans le moindre signe de maladie. Shipman conclut à une mort naturelle. Mais sa fille, Angela Woodruff, avocate, remarque quelque chose d'étrange. Un nouveau testament apparaît, léguant tous ses biens, maison, argent, économie, au docteur Shipman. Le document est maladroit, plein d'erreurs, tapé sur l'ordinateur du cabinet. Angela alerte la police. Le corps de Kathleen Grundy est exhumé. Les analyses révèlent une dose létale de morphine. En quelques semaines, les enquêteurs découvrent que Shipman a été le dernier à voir plus de 200 patients décédés. Chaque dossier suit le même rituel silencieux. Une visite, une injection, un certificat. L'enquête s'élargit. La police examine ses dossiers informatiques. Des notes modifiées après les décès pour les rendre naturels, des fichiers effacés, des tentatives d'effacer le temps. Les enquêteurs fouillent aussi ses formulaires de crémation et ses registres de rendez-vous. Tout coïncide. Visite l'après-midi, décès soudain, paperasse remplie en quelques minutes. Rares étaient les témoins, hormis le médecin qui constatait la fin. Le schéma n'avait rien de spectaculaire, il était administratif. Shipman utilisait les procédures comme couverture et le langage médical comme sceau. À Hyde, la routine devint son alibi parfait. Tout semblait correct parce que tout paraissait familier. Shipman est arrêté en septembre 1998 pour meurtre et falsification.
Lors de son procès en 2000, l'accusation présente 15 victimes formellement identifiées. Le schéma est indiscutable. Le mobile, lui, reste flou, aucune raison financière, aucune colère apparente. Juste le contrôle, calme, méthodique, absolu. En janvier 2000, Harold Shipman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 15 meurtres, sans possibilité de libération. Les experts estiment ensuite son nombre total de victimes entre 215 et 250. Il n'a jamais avoué, jamais expliqué. À ceux qui lui demandaient pourquoi, il répondait simplement « ils étaient malades ». Le 13 janvier 2004, la veille de son 58e anniversaire, Harold Shipman se pend dans sa cellule de la prison de Wakefield. Pour certains, sa mort fut une forme de clôture. Pour d'autres, juste une signature de plus. L'ultime acte de contrôle d'un homme, qui a toujours voulu décider de la fin. Le plus troublant dans l'affaire Shipman, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est la facilité avec laquelle il a pu le faire. Pendant plus de 20 ans, chaque signe d'alerte a été classé, normalisé. Il ne se cachait pas dans l'ombre, il agissait à la lumière du jour, sous les néons de son cabinet, inscrivant la mort dans les dossiers médicaux. Son mode opératoire n'avait rien de brillant. Il tuait au sein d'un système fondé sur la confiance, un système qui n'imaginait pas qu'un médecin puisse en être la menace. Shipman ne se contentait pas de falsifier les certificats de décès. Il était le système qui les validait. La seule parole d'un médecin suffisait à certifier une mort naturelle. Pas de deuxième avis, pas de contrôle. Le rituel administratif tenait lieu de vérité. Une fois l'encre sèche, la vérité était scellée. Il a utilisé cette foi comme une arme, sa voix calme, sa réputation, son écriture. Tout servait de camouflage. Et lorsque les pompes funèbres commencèrent à remarquer le nombre anormal de décès, ils hésitèrent. Comment accuser un médecin? Comment accuser son propre médecin? Une directrice de funérarium, Debbie Bamboro, finit par évoquer ses doutes à une consoeur, Dr Linda Reynolds. Ensemble, elles alertèrent le coroner. Même là, le système résista. Leurs soupçons furent classés dans la catégorie peu probable. La police ne trouva rien d'anormal et referma le dossier. Pendant ce temps, les morts continuaient. Un certificat de plus, une crémation de plus, une famille reconnaissante de plus. Chaque détail de sa vie quotidienne renforçait l'illusion. Le cabinet impeccable, l'odeur d'antiseptique, le stéthoscope sur le bureau, les conversations anodines sur la météo, les petits-enfants, la tension, il était si ordinaire qu'il en devenait invisible. La routine était son déguisement. Chaque mort s'inscrivait naturellement dans le rythme de la médecine de proximité. Un après-midi calme, une visite à domicile, une carte de condoléances. Lorsque les familles le remerciaient d'avoir été présents dans les derniers instants, il hochait la tête avec compassion. Sincère ou feinte, nul ne pouvait le dire. Cette frontière entre soin et contrôle s'effaçait sous leurs yeux. La vraie révélation de cette histoire, ce n'est pas qu'un homme ait feint la bonté, c'est qu'une société entière ait été incapable d'imaginer que la bonté puisse être un masque. Les médecins étaient considérés comme des repères moraux. Dans les petites villes comme Hyde, la parole du docteur faisait foi. La remettre en question, c'était ébranler l'ordre établi. Shipman avait parfaitement compris cette psychologie. Le système allait le protéger. Quand la vérité a éclaté, le choc n'a pas été que pour les familles. Il frappa aussi les institutions. Le General Medical Council, la police, le Service national de santé, tous avaient échoué à voir le schéma. Chacun pensait que quelqu'un d'autre surveillait. Personne ne le faisait. Voilà le paradoxe. Plus la confiance est forte, plus le contrôle s'affaiblit. Un système conçu pour protéger la vie était devenu l'abri parfait de la mort. Après sa condamnation, le gouvernement britannique lança la Shipman Inquiry, une enquête nationale dirigée par la juge Dame Janet Smith. Elle mit en lumière de profondes failles dans la certification des décès, la surveillance des prescriptions et le traitement des plaintes. Les protocoles d'enregistrement et de vérification des décès furent entièrement réécrits. Quand la vérité sortit enfin, beaucoup dirent « Nous ne voulions pas y croire ». Cette phrase résume tout. Le déni n'était pas de l'ignorance, c'était du confort.
Accuser un médecin, c'était admettre que le système pouvait faillir, et cette idée était insupportable. Alors ils rationalisèrent. Peut-être que les anciens étaient simplement fatigués, peut-être qu'il était juste présent au mauvais moment. Le besoin de croire en la bonté devint plus fort que le besoin de reconnaître le mal. C'est ce qui rendit ces crimes possibles, non pas seulement la tromperie d'un homme, mais le refus collectif de voir. Il n'a pas seulement exploité le système. Il a révélé ce qui arrive quand l'autorité devient une foi, et la foi, sans aucun doute, devient un danger. Pour comprendre Harold Shipman, il faut d'abord effacer tout ce qu'on attend d'un tueur. Il n'y a ici ni chaos, ni exaltation, juste du contrôle. Propre, méthodique, absolu. Shipman ne tuait pas par haine ni par cupidité. Il tuait pour préserver une illusion, celle qu'il décidait seul quand la vie avait un sens et quand elle devait s'arrêter. Ses patients lui confièrent leur corps, il transformait cette confiance en possession. Les psychologues parlent de complexe de Dieu, un schéma où une personne investie d'autorité en vient à se croire infaillible. Chez Shipman, ce n'était pas une mégalomanie bruyante, mais une certitude silencieuse. Il n'avait pas besoin d'admiration, il avait besoin de certitude. La graine avait été plantée très tôt. Voir sa mère mourir du cancer lui a appris deux choses, que la douleur pouvait être supprimée et que celui qui tient la seringue décide du moment où tout s'arrête. Sa mort n'a pas été un traumatisme, c'était une révélation. Le calme après la morphine est devenu le moule émotionnel de tout ce qui allait suivre. En devenant médecin, il a retrouvé cette sensation, le moment où la souffrance cesse, où la respiration s'éteint, où le silence s'installe. Pour lui, ce n'était pas la fin d'une vie, c'était le rétablissement d'un ordre. Il ne voyait pas un acte destructeur, mais un geste correctif. Ainsi, il justifiait ses choix même à ses propres yeux. Chaque patient devenait un test de contrôle. Étaient-ils capables de décider quand ils étaient prêts? Pouvaient-ils maintenir l'illusion de la compassion tout en effaçant la personne qu'ils regardaient? Ils ne voyaient plus des êtres humains, mais des variables à maîtriser. Ces meurtres n'étaient pas des explosions émotionnelles. C'étaient des rituels, même geste, même calme. Il avait créé une liturgie du pouvoir. Un rituel privé de mort où il jouait chaque rôle, médecin, témoin, juge et Dieu. Chaque étape renforçait sa supériorité. Le contrôle est une drogue, et comme toute addiction, il progresse sans bruit. Au début, il a sans doute cru soulagé dans la dignité, mais cette illusion s'est effacée. Il n'a plus cherché à guérir ni à apaiser. Il voulait décider. Et une fois cette frontière franchie, chaque patient devenait une opportunité, une chance de revivre ce calme, cette maîtrise absolue. Ce qui le satisfaisait, ce n'était pas la mort, mais le moment qui la précédait, l'instant où il détenait seul le pouvoir de choisir. C'est pour cela qu'il restait jusqu'à la fin. Il voulait voir sa volonté se concrétiser. Certains experts parlent de détachement narcissique, un mélange d'empathie et d'égoïsme si imbriqué qu'on ne distingue plus l'un de l'autre. Il ne manquait pas d'empathie, il s'en servait. Le ton doux, la main rassurante, tous ces gestes étaient un des outils. Il se souciait juste assez pour inspirer confiance, et c'était tout ce qu'il lui fallait. Ce qui rend sa psychologie si dérangeante, c'est qu'elle échappe à toutes les catégories habituelles. Il n'était ni fou, ni sadique. Il était fonctionnel, respecté, ordinaire. Il incarnait les valeurs même qu'il détournait. Dans sa logique, il maintenait un ordre, moral, médical, presque divin. C'est ce qui le distingue des tueurs en série classiques. Eux cherchent la reconnaissance. Lui, il recherchait l'invisibilité. Il ne voulait pas être admiré. Il voulait régner sans interruption. Il vivait intégré au tissu social comme un virus dans un organisme sain. Quand l'enquête tenta de comprendre son mobile, un mot apparut. Domination. Shipman n'expérimentait pas le meurtre. Il expérimentait la souveraineté. Il décidait du début et de la fin, et il utilisait la légitimité de la médecine pour transformer la mort en acte de miséricorde. En ce sens, Shipman n'est pas seulement l'histoire d'un meurtrier, mais celle d'une autorité morale, dissoute dans l'isolement. L'homme qui devait soigner ne répondait plus à personne.
Son calme au tribunal, son refus d'avouer, son suicide, tout vient du même noyau de croyance. Lui seul décidait quand les choses devaient s'achever. Même sa propre mort devait porter sa signature. Il n'a pas seulement pris des vies, il en a effacé la responsabilité, et ce faisant, il a révélé la forme la plus sombre du contrôle, celle qui sonne comme de la raison, qui paraît être du soin, jusqu'à ce qu'elle tue. L'affaire Harold Shipman n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a tué, c'est celle d'un système qui a oublié de questionner la bonté. La confiance est le socle de la médecine, ce pacte invisible entre la vulnérabilité et le soin. Mais à Hyde, cette confiance est devenue aveugle. Elle a transformé les patients en croyants et leurs médecins en dieux. L'héritage de Shipman a forcé le monde à regarder la médecine sous un angle plus sombre. Il n'a pas seulement pris des vies, il a brisé l'illusion selon laquelle l'autorité et la morale vont toujours de pair. Le mal ne ressemble pas toujours au danger, parfois il porte une blouse blanche et un sourire tranquille. Nous faisons plus confiance aux signes de bonté que nous ne les mettons à l'épreuve. Les réformes qui ont suivi, les nouvelles lois, les protocoles renforcés avaient pour but de nous protéger, mais aucune règle ne peut empêcher la corruption de la conscience. Aucune checklist ne peut mesurer l'ombre qui se cache derrière les bonnes intentions, car le danger ne réside pas seulement dans la main qui tue, mais dans le silence qui la laisse agir librement. Dans chaque système fondé sur la confiance, il y a un moment où la vigilance s'endort et où le confort prend le dessus. Et c'est là que le pouvoir commence à pourrir. Quand la confiance remplace le doute, la certitude devient une forme d'aveuglement qui, dans de mauvaises mains, devient du contrôle. L'affaire Harold Shipman n'était pas qu'un crime, c'était un miroir tendu à notre foi envers ceux qui nous soignent. C'est ça l'ADN de Trigger Minds. À très bientôt pour une nouvelle affaire.